Salut à tous, c'est Pangda Chano. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lipasco. Là, on est en train de parler de certaines vidéos et de certaines phrases et certaines façons d'expliquer de José qu'on a dans le package qui s'appelle From the Founder. D'ailleurs, hein, si vous voulez vous les acheter, ils sont sur le site ESP de Headburn. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'infos, je vous enverrai les liens, aucun problème. Alors, voilà. Là, on avait fini, donc, soit c'était le 9, là, la question que je te posais, c'était sur le 9, ce qu'il appelait Fundamentals. Et là, sur 10, c'est Développe your ESP. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Nous sommes envoyés pour résoudre des problèmes. Voilà. Alors, voilà ce que j'aime chez Silva. Alors, pour lui, c'est on est envoyé. Donc, il y a un côté un peu spirituel, mais pour résoudre des problèmes. C'est quand même super amusant, comme il y a un côté à la fois spirituel et hyper matérialiste. Et j'aime bien cette ambivalence. C'est un peu notre job du quotidien. J'ai bien aimé cette notion-là. Cette idée de dire, mais en fait, ta vie doit être une résolution de problèmes. Et c'est amusant pour des personnes qui peuvent se dire, mais c'est quoi le sens de la vie? Bah, lui, sa réponse, c'est résoudre des problèmes. Comment toi tu le perçois ça? Parce que tu vois, il le dit à plusieurs reprises. Et moi qui suis aussi un solutionniste, qui aime bien on va faire quoi? Ça me paraît complètement, je suis complètement OK avec lui. Mais toi, comment tu le perçois de ton côté? Quoi, la mission de vie? Ouais, c'est ça. C'est cette notion de dire. Je dirais pas tout simplement résoudre des problèmes, mais ça fait, je dirais, c'est pour apprendre et à évoluer. Mais on apprend justement en résolvant les problèmes. Ça, c'est la meilleure façon d'évoluer et d'avancer et de développer les capacités. Parce que si tu n'as pas de problème ou tu ne plonges pas dedans, tu stagnes, quoi. Donc, oui. D'accord. Ouais, toi, tu le verrais comme un élément constructif du sens de ta vie. C'est-à-dire que les problèmes sont des éléments pour te permettre d'évoluer et l'évolution est pour toi un des sens à la vie. Absolument, oui. Alors, par exemple, ma mission est supposée être I am a bridge builder. Je construis les ponts. Alors, effectivement, quand on construit les ponts, comme aujourd'hui, entre objectif, subjectif, hémisphère gauche, hémisphère droit, anglais, français, etc., ça, c'est pour résoudre des problèmes. N'est-ce pas? Parce que si les choses restent distinctes et séparées, ça bloque. Il n'y a pas de mouvement dans le monde. Donc, oui. Et quand on est vraiment là-dedans, ça devient, au lieu de sentir les choses totalement séparées, pas simplement ils sont connectés, mais on traverse les deux mondes et c'est comme une danse. Et la danse a aussi été une grande partie de ma mission, quoi. Donc, on peut faire la danse physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Alors, voilà. Donc, moi, j'aime bien danser. C'est une bonne chose. Une idée qui est éducativement passionnante, c'est pas on a le droit d'être heureux et point, mais plutôt parce que tu résous des fois. D'accord. Donc c'est toujours dans la même idée. Alors oui, d'accord. J'avais mis, c'est une idée passionnante d'un point de vue éducatif, de dire à des jeunes, bon les gars, dans la vie, un des éléments, c'est te prends pas la tête. Parce que souvent, les parents, ils disent, moi, je veux pas que mes enfants souffrent, je veux leur éviter les problèmes. Et je me disais, tiens, éducativement parlant, dire à des enfants, bon, tu sais que les problèmes vont faire partie de la vie, et le plus important, c'est que tu apprennes à savoir les résoudre. Je trouve que c'est un beau chemin qui ne rentre pas dans le déni et la surprotection parentale, qui parfois, on comprend, les parents ne veulent pas voir leurs enfants souffrir. Mais de facto, que ce soit avec ou sans eux, l'être humain va à un moment ou à un autre se retrouver dans des problèmes qui peuvent faire souffrir. Et dire, éducativement parlant à l'enfant, dire, bah, en fait, il y aura des souffrances ou autres, mais le tout, c'est de trouver des solutions pour que tu souffres le moins possible ou que tu ne souffres plus du tout. Ça, je trouve que c'était intéressant. Donc, j'avais noté à développer d'un point de vue éducatif. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant à proposer, à enseigner aux enfants. Ouais, dis-moi. Et si on peut prendre une métaphore du monde objectif, quand on veut enseigner mathématiques à un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un problème.
et il doit trouver la solution, mais littéralement en mathématiques. Et comme ça, il avance, il apprend, il développe ses capacités. Donc, on peut prendre ça comme une métaphore pour la vie. Exactement, exactement. Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est un dialogue que j'ai beaucoup avec mes potes qui sont parents. Et tu vois, je leur dis, ah les gars, vous les protégez tous trop, vos enfants et tout. Je suis toujours en train de m'énerver là-dessus. Je dis, ah les gars, il faut que ça soit un peu plus dur. Et il dit, ouais, mais j'ai pas envie de voir mon petit souffrir et tout. Et je dis, mais je comprends complètement. Mais derrière, je dis, plus tu vas le protéger, plus tu vas trouver ses solutions, plus tu vas trouver des solutions pour lui, moins tu lui donnes la possibilité de lui-même se confronter au problème. Donc, potentiellement, de développer ses propres aptitudes à trouver des solutions. Et je comprends, parce que je pense que le rapport empathique que tu as avec ton enfant, il doit être tellement important que le voir mal, ça te met mal. Donc, est-ce qu'indirectement, tu le fais pour l'enfant ou est-ce que tu le fais pour toi? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais tu vois, il y a ce cheminement que je trouve important à avoir, se dire, est-ce que le mieux, c'est pas de le confronter au problème en le protégeant, quoi, en étant derrière, entre guillemets, plutôt que de dire non, il n'y aura pas de problème, il ne faut pas qu'il le voie ou je gère le problème à sa place. Tu vois, c'est vraiment quelque chose où je trouve qu'éducativement, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à poser parce que c'est pas parce qu'il y a un problème, comme tu l'as dit avec les maths, qu'on ne peut pas trouver de solution ou on ne peut pas être accompagné à trouver la solution. Et dès lors, c'est là où on enseigne. On dit tu peux faire ça comme ça, comme ça, comme ça, et on donne des conseils. Je sais pas, j'ai trouvé, j'ai bien aimé cette réflexion qu'il a donnée, et dès lors ça m'a fait cogiter pas mal à l'éducation. Oui, d'accord. Donc après c'était le but, c'est pas on doit être heureux et point, mais plutôt parce que tu réponds à des choses, tu résous des choses, tu peux être heureux. J'aime bien lui, il conditionne la joie. C'est en gros parce que tu résous des problèmes que tu peux être heureux. Donc pour lui, tu sens vraiment que trouver des solutions, ça le rendait heureux. Le fond avec l'imagination. Oui, alors là, on revient sur les points de référence parce que là, c'est un peu dans l'ISP. Il fait les points de référence se font avec l'imagination. Et alors, j'ai trouvé ça intéressant, surtout si on reprend ce qu'on vient de dire sur la vidéo précédente. Alors, tu vois, les points de référence se font avec l'imagination. Et mon questionnement était, est-ce que les points de référence ne peuvent pas se faire sur la visualisation, sachant que c'est un ensemble d'éléments mémoriels vécus. Donc, on peut très bien se dire, j'ai eu telle expérience, je suis en alpha, je visualise ça et je peux me dire c'est un point de référence. Est-ce que c'est nécessairement l'imagination qui crée le point de référence? Je ne suis pas sûre ce que tu es en train de dire là. En fait, dans le. Un exemple concret. Dans son discours, à un moment, il disait les points de référence se font avec l'imagination. Oui. J'ai même noté la timeline parce que ça m'a un peu perturbé. Donc, ok. Et je me suis dit, oui, mais il faut aussi comprendre qu'une fois qu'on a créé quelque chose en imagination, la prochaine fois qu'on y fait référence, c'est une visualisation. Parce qu'on peut se rappeler des choses qu'on a vues dans le monde extérieur, mais on peut aussi se rappeler des choses qu'on a créées dans le monde intérieur. Et à ce moment, quand on se rappelle et c'est déjà construit, ça devient visualisation. Ouais, donc, effectivement, en visualisation aussi, on a des points de référence. D'accord, ouais. Mais là, tu vois, je voyais même avant de rentrer dans le monde subjectif, est-ce que je peux créer au travers de mon monde objectif des éléments de points de référence, mais au travers de mon expérience objective? Je sais pas, je suis capable de faire un marathon, je l'ai fait une fois, et là, je suis pas en imagination, je suis vraiment en visualisation. Je vais faire un marathon, je sais que maintenant, je suis capable de faire un marathon, donc ça devient les points de référence. Je prends ça vraiment en absurde, hein. Mais dès lors, c'est pour ça quand il dit ça se crée qu'en imagination, je me dis non, en fait, ça se crée aussi dans une notion de visualisation. Tu es d'accord avec cette idée-là? Absolument. Depuis la naissance, qu'est-ce qu'on fait pendant les premiers moments de la vie? On commence à créer des points de référence. Il y a un grand bruit. À ce moment-là, il y a ça. Ça veut dire qu'on crée un point de référence. Donc, c'est perpétuel. Je crois que ce que on veut dire plutôt, Sylvain, c'est qu'on peut aussi faire des références dans le monde subjectif. Parce que souvent, on n'y pense pas. Souvent, on ne prend pas
l'idée que c'est possible de faire ces connexions, de comprendre, de reconnaître où on est parce qu'on a un point de référence, parce que j'ai déjà eu ça dans une autre méditation, par exemple. Oui, oui, absolument, dans les deux mondes. Ok, bon, non, mais juste tu me confirmes parce que toi, quand elle disait ça, je me suis dit, ah, j'ai peut-être pas capté quelque chose. Travailler ses compétences dans le subjectif, se donner des références personnelles pour avoir un annuaire intérieur. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ici? Travailler ses compétences dans le subjectif. Oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok. À un moment, il disait que pour développer en ISP, l'idée, c'est de développer dans le monde subjectif, donc en interne, en méditation, en alpha, etc., se donner des références personnelles et un élément. Donc, en gros, la visualisation va nous permettre petit à petit, au travers du travail qu'on va faire en interne, de se créer un catalogue de références. Et notre objectif pour nous, c'est d'avoir un annuaire le plus complet possible sur différents champs et différentes problématiques ou succès, parce que n'oublions pas, les références ne sont pas que par rapport à des problématiques, c'est souvent les solutions ou des éléments ressources. Ce qu'en hypnose PNL, on appelle vraiment les ressources. Et les points de référence deviennent des éléments ressources. Et l'un des buts que je trouve intéressant, c'est de se créer justement un album, un annuaire constitué d'ensemble d'expériences que vous avez pu vivre et qui vous permettent d'avoir des références sur lesquelles revenir quand ça ne va pas dans quelque chose. J'ai loupé tel truc. Oui, mais X fois, j'ai réussi ça. Bon, par exemple, j'ai loupé cet examen, je suis nul. Et tu vas dire, oui, mais tu as eu ton bac, tu as eu ton diplôme d'après, tu as eu ton je sais pas quoi. Donc, c'est pas grave que tu l'aies loupé. Factuellement, tu as la preuve que tu y arrives. Et cette notion d'annuaire à dire, bon, j'ai réussi aux examens, c'est quelque chose qui va permettre de se recomposer, même si dans l'absolu, on peut être déçu dans l'instant. Ça nous permet de nous dire, oui, mais sur 20 examens, j'en ai réussi 17, donc factuellement, je suis capable de réussir des examens. Et avoir cet annuaire-là, ces points de référence que vous classez, c'est quelque chose d'intéressant. Je me demande même si ce qui pourrait être amusant, c'est de réellement s'amuser à concrètement écrire toutes les expériences positives qu'on a eues et se dire, tout ça, c'est mes points de référence sur lesquels je peux revenir quand ça ne va pas, par exemple, dans mes relations, par exemple, au travail, par exemple, dans le sport, etc., etc. Et revenir constamment sur les points de référence. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Justement, il y a même des exercices où on veut programmer une réussite, où on nous demande de penser à un moment précédent où on a une réussite, et puis un autre moment, et un autre moment. Et comme ça, on accumule les points de référence positifs. Et beaucoup de gens, justement, insistent trop sur le point de référence négatif. Ah, mais j'ai déjà raté, comme tu te dis, j'ai raté cet examen. Mais oui, mais quels sont tous les autres points de référence aussi? Et c'est intéressant parce que chaque fois qu'on parle de quelqu'un et dit, oh, lui, il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. En fait, l'expérience, c'est l'équivalent de ce dossier de points de référence dont tu parles. Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis. Souvent, on marque le point de référence de ce qui est négatif. Et c'est ce que nous, en accompagnement, souvent, on fait au travers d'un recadrage. On va dire, quand la personne dit, ouais, mais ça m'arrive toujours à moi, j'arrive jamais à mes examens, jamais. Et tu dis, mais jamais quoi? Ça veut dire que tu n'as jamais réussi un examen? Jamais, je suis nul. Ok, je sais pas, est-ce que on t'a donné un petit diplôme quand tu étais enfant et que tu as couru juste ton cross? Tu as fait tes 30 minutes de course et on t'a donné un diplôme? Oui. Bon, donc tu as réussi un examen, tu as réussi une épreuve. Oui, donc c'est pas jamais. Et à partir de là, on recadre sur le point de référence, qui est peut-être lui à 6 ans en train de faire son cross, mais au bout du compte, il a quand même eu sa petite médaille et son petit truc. Et ça, c'est des points de référence positifs. Et c'est vrai que les gens l'oublient facilement. Ça peut paraître absurde, mais dans l'absolu, on peut revenir complètement sur cette notion de se dire, mais c'est vrai, j'ai eu des réussites. Et donc, c'est pas un jamais, c'est pas un toujours, c'est pas un que moi, etc., etc. Et le recadrage permet ça. Et puis, c'est décider de résoudre. Alors, être alerte du problème et puis décider de le résoudre, se projeter dans la direction pour gérer ce problème. Ah oui, ça, j'ai bien aimé. Il dit, on le sait, hein, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de revenir dessus. Il faut être conscient du problème. Donc, on revient sur quelque chose, absolument, si vous voulez résoudre un problème pour aller vers une solution, il faut impérativement que vous sortiez du déni.
Et ça, c'est une des phrases moi, que j'adore. Prendre, on l'a avec les mots de tête, hein, c'est j'admets que j'ai mal à la tête. Donc, on est toujours conscient de quelque chose. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il dit, bon, après ça, il faut que vous décidiez, bien sûr, à résoudre le problème. Parce qu'on peut très bien être conscient et se dire, je ne veux plus avoir le problème, mais je peux ne pas me décider à ne plus l'avoir. Ce qui est très différent. Je ne veux plus l'avoir ou je décide de ne plus l'avoir, ce n'est pas la même chose. Et je trouve que le rapport de décision qu'il met en avant, il est important. Se décider à. Et parfois, c'est peut-être quelque chose qui nous manque. On a un problème, on ne veut plus qu'il soit là. Mais on ne se décide pas de chercher la réponse ou de chercher à le résoudre. On est directement dans « Ok, mais je ne veux plus que ce soit là » ou « Je veux avoir une solution ». Mais décide-toi de l'avoir. Et ce petit mot-là, « décider », il change tout. Je trouve que c'est hyper pertinent. Et après, j'aime bien parce qu'il utilise se projeter dans la direction. Et ce qui est cohérent, c'est qu'il y a une direction pour aller vers une solution. Mais si tu ne décides pas, c'est comme si tu étais sur une carte et que tu ne savais pas vers quelle ville tu veux aller. La carte, elle est grande. Il y a plein d'endroits où aller. Mais vu que tu ne te projettes pas vers une solution, tu restes à ta place. Et donc, au bout du compte, tu subis ton problème. Tu ne trouves pas la solution. J'ai trouvé que c'était cette notion d'attention, de décision est vraiment pertinent dans le cheminement. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des moments, cette notion de décision peut manquer aux personnes qu'on croise aussi bien en cabinet ou les personnes que tu as eues? Régulièrement, hein? Et il faut que ce problème il disparaisse parce que moi, je ne veux pas m'en occuper. Mais oui, comme tu dis. Et c'est pour ça que dans certaines phrases, dans le cours hypnothérapie avancée, ouais. On a dû rayer je dois et on a ajouté je choisis de ou je décide de ou je veux, mais pas je dois, parce que je dois implique que tu n'as aucune puissance, tu n'as aucune possibilité de choisir. Mais pourtant, tu choisis. Donc, oui, je trouve que c'est fondamental, vraiment. Et ouais. Attends, je regarde. Non, après, c'est pas intéressant. Alors, après, il y a un élément intéressant, et ça, j'adore. On en avait déjà parlé un petit peu, mais c'est dans le 11, Value of ESP. J'ai noté qu'un truc, mais que j'ai trouvé important. L'ignorance n'évite pas la souffrance. Cette phrase géniale. L'ignorance n'évite pas la souffrance. Elle est sympa comme phrase, parce que, en gros, n'oubliez pas un des cheminements de la méthode Sylvain, en tout cas, moi, comme je le ressens et que je le perçois, et comme je l'ai lu parfois, c'était, en fait, cumuler de l'information. Avoir la bonne information. C'est ce qu'on fait en 404, hein. C'est ce que vous faites pendant les cas, vous prenez de l'info. Et tu prends de l'info, pourquoi? Pour éviter de ne pas avoir d'infos. Si on n'a pas d'infos, on ignore, on ne sait pas. Donc, avoir les bonnes infos nous donne la possibilité de potentiellement, et là on vient sur ce qu'on disait avant, chercher, décider de trouver une solution. Mais les personnes qui vont dire « ouais, mais je m'en fous » ou vont pas prendre l'information, ça n'empêchera en rien, c'est pas le déni qui nous permettra, en gros, de ne pas souffrir. Tout à fait. Nous met en distance, mais ça ne nous empêche pas de souffrir. Ça m'a rappelé un petit exemple de Jerry Seavey que heureusement tu as rencontré. Alors, Jerry citait justement ça, l'ignorance n'évite pas la souffrance, et dit, par exemple, si tu es sur un balcon au 10e étage et tu décides justement d'aller marcher, pendant que tu tombes, c'est pas la peine de dire « Ah, mais j'ignorais la loi de gravité !» Bouf. Et je me rappelle toujours de ça, parce que c'est très drôle, mais ça imprime. Justement, tu ne peux pas dire « Mais je ne savais pas. » En défense que tu souffres. Bien sûr. Et je trouve que c'est cool parce que ça nous réimpose de nous poser les questions de « Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Quand ça ne va pas, parfois on se dit « Rien ne va ». Et on commence à avoir un self-talk, un dialogue intérieur qui est assez sale, en train de s'autocritiquer, en train de plein de choses. Donc, souvenez-vous, un des cheminements premiers de la méthode, c'est
mental house cleaning, c'est vraiment prenez attention au message que vous êtes en train de vous dire à ce moment-là. Et souvent, le fait de se dire plein de choses négatives et de s'insulter, s'engueuler, se mépriser, nous fait perdre du temps par rapport au questionnement qui est « Ok, je peux faire quoi ?» ou « Qu'est-ce qui est le problème ?» ou « D'où vient le problème ?» ou « Qu'est-ce que je n'ai pas fait ?» ou « Qu'est-ce qui devrait être fait ?» En fait, se poser la question pour avoir la recherche d'informations qui nous permettra à un moment ou à un autre de revenir, j'ai un ensemble d'informations, je le ramène en subjectif, et du subjectif, vu que je veux vraiment résoudre ce problème-là, je le renvoie et j'agis dans le monde objectif. Mais le self-talk, et là on revient au tout début de la méthode Silva, on vous dit, faites attention à vos mots. Or, très primairement, on va se dire, oui, bon, c'est sympa, il faut que je parle positif. Mais dès lors, si on le prend d'un autre côté, on peut se dire, le fait de parler mal nous fait perdre du temps pour la recherche d'informations, donc nous laisse dans l'ignorance. Et à partir de là, ne nous rend pas décisionnaires, donc acteurs, d'être mieux, ou en tout cas de chercher une solution pour être mieux ou résoudre le problème. Et tu vois, je trouve que là, c'est amusant parce qu'on revient à quasiment la première technique de la méthode. Faites gaffe à ce que vous dites. Mais parce que derrière, on pourrait l'associer à cette notion-là de ignorance. Se flageller à longueur de temps, c'est s'ignorer aussi. Et c'est ignorer les choses. Je trouve que c'est… j'ai bien aimé, tu vois. Et c'est la seule phrase que j'ai gardée du 11. 12. Step to success. Alors, attends, je regarde. Bon, il nous reste 5 petites minutes, on va en faire 2-3. Ouais, tu vois, je mets en premier truc. Ouais, il est vraiment remonté vis-à-vis de l'ignorance. Hein. Je sais plus, il doit dire plein de trucs. Il dit, en gros, il a intérêt à ne pas être ignorant. Plan with left, act with right. Oui, d'accord, on revient sur l'élément planifié. Planifié, ouais, avec le subjectif et mettez en action avec l'objectif. L'imagination produit des solutions, mais comment ne pas partir dans une démarche excessive? Ah oui. Alors ça, j'ai bien aimé. Et oui, c'est pour ça que j'ai noté d'ailleurs. Donc, il dit l'imagination produit des solutions. Moi, je suis complètement d'accord. Et ma question que je me disais, c'est comment ne pas partir dans une démarche excessive? Tu sais, il y a des moments où tu pourrais, dans l'imagination, créer tout et n'importe quoi. Donc, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut partir dans un monde un peu wou-wou, genre ouais, super, j'ai plein de trucs, mais je suis connecté à ça, il suffit que je prie tel machin, qu'il fasse tel truc et tout ira bien. Sauf que factuellement, pour le revenir au niveau objectif, il y a un vrai manque. Et je me dis, quand je dis cette phrase-là, l'imagination produit des solutions, je pourrais peut-être parfois faire croire à des personnes qu'il suffit que tu imagines la solution pour que la solution soit. Alors qu'il faut en fait créer la solution, et en tout cas l'imaginer pour avoir une solution, mais après la mettre en pratique pour voir si c'est exécutable et faisable. Comment tu fais, toi? Parce que tu vois, on peut facilement acheter cette croyance-là, se dire, oui, l'imagination produit des solutions. Oui, c'est vrai, c'est pas. L'imagination produit la technologie, l'imagination produit tout, mais en fait, si ça reste juste dans ma tête, ça reste un projet, quoi. C'est pas quelque chose, et d'ailleurs, c'est un des mots qu'on utilise en Silva, ça n'est pas quelque chose de concret. Comment tu abordes ça pour pas que les gens partent complètement dans j'ai toutes les solutions, je peux tout créer, mais en fait, ils font rien et tu vois que leur vie, en fait, est toujours aussi peu satisfaisante pour eux. Oui, effectivement. Et moi, je trouve ça, c'est un des grands problèmes avec les films comme Le Secret, que j'ai trouvé très inspirationnel, mais trop simpliste dans le sens que tout ce qu'il fallait faire, c'est imaginer et pouf, ça allait se produire comme de la magie. Effectivement, dans le film, il y avait même un génie qui a produit vos souhaits. Et en fait, il faut quand même agir dans le monde physique. Mais pour moi, ça a toujours été compris dans le système désir, croyance, attente positive. Parce que dans l'attente positive, là, on passe à l'action. Là, on est dans le monde objectif. Là, on prépare une place pour recevoir le but. Et si on a une idée claire de quelle est la solution, on met des choses en place pour pouvoir le recevoir. D'accord? Donc, et quelquefois, je donne l'exemple de, oui, c'est très beau d'imaginer que tu es un pianiste qui va gagner tous les prix, mais il faut quand même que tu prennes des leçons de piano et que tu pratiques. Voilà.
Ok. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, bah c'est le même exemple que je dis. Ça ne me dérange pas d'avoir des personnes qui disent ouais, moi je veux être millionnaire. Mais si le gars dit qu'il a ni de projet ni quoi que ce soit, bah, ça va être un peu compliqué. Tu n'as même pas de boulot et tu ne travailles pas et tu restes à jouer à la console de jeu. Je dis pas que c'est pas possible, mais là, c'est très mal parti en tout cas. Donc, ouais, alors pensez donc à ça pour les personnes qui écouteront le podcast. L'imagination produit des solutions, mais il faut que vos solutions soient, bah, en gros, euh, exploitables dans le monde réel et que donc vous puissiez le passer de ce qu'il y a dans votre tête au concret de l'action du quotidien, grosso modo. Donc, on est toujours ramené à une notion de faisabilité. Alors, attention, hein, là encore, vous pouvez utiliser le miroir de l'esprit quand vous ne savez pas. On en a parlé la dernière fois. Moi, j'aime bien les 3 étapes, Les les trois trois, scènes. les 3 écrans, mais le miroir de l'esprit, Elie l'a super bien reprécisé. Quand on ne sait pas trop comment ça va se faire, tant que ça reste quand même quelque chose auquel on peut en croire réellement et pas simplement fantasmer dessus, et là encore, il faudrait faire une nuance entre croire et fantasmer, rêver d'eux et croire réellement quelque chose, avoir une énergie qui dit oui, ça je peux le faire. Et ben à ce moment-là, le miroir de l'esprit peut être vraiment chouette parce que c'est se voir avec la réussite de cet élément-là en se disant, bon, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais c'est vers ça que je vais m'orienter. Et donc, on est plus ouvert à plein de personnes, de livres, de trucs, de machins, qui vont nous donner peut-être les éléments qu'il nous faut pour aller vers. OK. Pour moi, l'image dans le miroir, c'est pour nous aider à nous identifier avec la personne qui a obtenu la solution. Parce que si on n'a pas cette identité, ah non, je ne suis pas quelqu'un comme ça, justement, toutes les idées vont mener nulle part parce que on ne croit pas que je suis le type de personne qui peut le faire. Donc, comme ça, tu vas vraiment, oui, je sais que je suis le type de personne qui arriverait à faire ça et après, on peut commencer à mettre ça en pratique. Exactement. Se donner, et là on revient, se donner la compétence, des ressources, donc des points de référence potentiels qu'on peut avoir. Vous voyez que tout est intriqué en fait. Vous pouvez toujours, Liel vous le dit souvent en cours, que vous pouvez réutiliser tous les outils, mais en fait tous les concepts, vous pouvez les mettre et les intriquer, c'est des Lego, vous pouvez jouer avec et que ça construise quelque chose de différent à chaque fois en fonction de vos objectifs et vos besoins. Et en PNL, le niveau ultime, c'est identité, n'est-ce pas? Ouais. Et ce n'est pas la peine de faire tous les changements en comportement, blablabla, si l'impression de l'identité est le contraire de ce que tu essaies de mettre en action. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Le sommet de la pyramide de Diels, pour ceux qui connaissent un peu Diels. Alors, attends. On va s'arrêter là. J'en ai encore d'autres, mais ce sera pour la semaine prochaine. Tu vois, j'ai Step to Success, il est très rarement, j'aurais mis ça. Problème existe, analyser, planifier les étapes. Bon, on verra tout ça. De toute façon, je vais en regarder encore d'autres cette semaine. Et on verra pour la semaine prochaine parce que toi, tu files. Je serai partie jeudi cette semaine prochaine. Tu files. Bon, on va. Et en plus, je ne vais pas être sûre d'avoir une bonne connexion Wi-Fi là. Parce que l'île va s'envoler vers de lointains pays de kangourous. Donc pendant peut-être pendant 3-4 semaines, tu restes combien de temps là-bas? Pendant tout un mois. C'est bien. Je pars le 15 janvier le décembre et je reviens le 15 janvier. Et donc, vous allez avoir une petite pause d'1 mois. Oui. Moi, je vous ferai des trucs tout seul, je pense. N'hésitez pas à me poser des questions, comme ça, je peux faire des petites capsules. La dernière fois, j'avais fait un live où on m'avait demandé de parler un petit peu des fréquences cérébrales et j'avais repris le principe de Silva. Donc, j'ai un petit live d'1 heure. Je pourrais vous le partager si vous voulez. On reprend de toute façon ce que vous connaissez déjà, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je pourrais vous faire des petites capsules, vous donner des indications et peut-être ça pourra vous donner des idées en plus. Et puis, de toute façon, dès que Lié revient et dès qu'elle a un peu récupéré, on est reparti pour en faire. Donc là, il y a un petit mois, un mois et demi, on va dire, le temps que tout se fasse correctement, où c'est un peu en pause. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, pour ceux qui sont à l'amour, vous avez plus d'1 an à rattraper là. Donc, c'est le moment de le faire. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter avant de finir? Non, c'est bon. Je veux juste souhaiter à tout le monde de bonnes vacances, joyeux Noël, bonne année, toutes ces vœux positifs.
Et justement, continuez tout ce qu'il m'a dit à méditer, même quand tu crois que tu n'en as pas besoin de te relaxer, parce que c'est là le moment le plus important. Quand tu es bien, continue à méditer. Voilà. Exactement. Pensez à vos bases. La méditation, c'est l'élément de base de la méthode. Et faites-vous plaisir. Effectivement, pour ceux qui regardent que la méthode Silva, plein de belles choses pour la fin d'année, que vous fêtiez ou pas les fêtes. Prenez plaisir sur cette fin d'année, cette énergie-là. Centrez-vous sur vous si vous en avez besoin. Trouvez des solutions, plein de solutions, des solutions dans tous les sens. Voyez les problèmes comme un moyen d'utiliser la méthode ou tout ce que vous connaissez. Et comme ça, prenez et gardez le sourire. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra dans un mois. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Liwan, à très vite.